Paris et de toutes les villes de France, où les syndicats ont battu le pavé aujourd'hui à l'occasion de la grande manif du 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Alors moi, c'est ce que j'ai noté, hein, après une très forte affluence en 2023 pour le défilé du 1er mai, entre 800 000 selon les autorités, 2,3 millions selon la CGT, marqué par une unité syndicale en pleine opposition à la réforme des retraites. Bah, cette fois-ci, la mobilisation n'a attiré que 250 000 personnes aujourd'hui, selon la CGT, pardon, et surtout sans unité large. Mais on va en parler pendant une heure, avec notamment Maxime qui joue. Bonjour Maxime. Bonjour. Bienvenue, vous êtes sociologue, politiste, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes membre du LIS. Le LIS, c'est le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Vos recherches portent sur les mobilisations du travail, le syndicalisme et la démocratie en entreprise. J'ai oublié quelque chose? Non, c'est bien. C'était très complet. Et à vos côtés, Bernard Vivier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous dirigez l'Institut supérieur du travail, vous êtes spécialiste des questions sociales. Je suis à peu près tout bon. C'est bon. Voilà, alors aujourd'hui, on avait quoi? 2,3 millions selon la CGT en 2023. Alors il y avait certes l'opposition à la réforme des retraites. Là, 250 000 personnes dans les rues, c'est pas beaucoup. Est-ce que les syndicats ont encore une voix à faire entendre auprès des Français? Alors, la question renvoie, telle qu'elle est posée, au nombre de manifestants. En 2000, il y a 2 ans, en 2023, c'était chiffre de la police 800 000. Aujourd'hui, on aura tout à l'heure les chiffres de la police pour les manifestants. À l'évidence, ce n'est pas 250 000, puisqu'il n'y avait globalement qu'une partie du mouvement syndical qui manifestait aujourd'hui, puisque manifestaient ensemble la CGT, FSU, Sud, il y avait aussi des organisations étudiantes et lycéennes. En revanche, la CFDT, l'UNSA a organisé un rassemblement de leur côté. Force ouvrière n'appelait pas des manifestations, la CFE-CGC non plus, la CFTC non plus. Donc on a un syndicalisme qui est en effet très divers, y compris dans les pratiques militantes. Et puis ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en 2023, on était quand même dans un moment de mobilisation extrêmement important, avec toute une série de mobilisations qui avaient démarré, si ma mémoire est bonne, à la mi-janvier, et qui était un peu, si je puis dire, un peu le moment summum en fait de la mobilisation qui s'est éteint, je crois, courant juin, avant l'été ou durant l'été. Donc c'était, je ne sais pas si on peut comparer. Là, on est dans une année un peu molle, si je puis dire, en termes de mobilisation. Donc je ne sais pas si on peut véritablement comparer les deux années. Bernard Vivier. Oui, même constat. Les 2023, c'était 8 organisations syndicales qui étaient toutes ensemble, exceptionnelles. On parle souvent de cortège unitaire. Ça a été jamais ou pratiquement jamais le cas. Il y a eu 2023, en effet, qui est une exception, mais J'ai les peut-être pris manifestations, le pire des oui, exemples, sont des effectivement. manifestations unitaires en plusieurs morceaux. Voilà. Ouais. Non, mais rien à ajouter, effectivement. 2023, c'est une année exceptionnelle en termes de mobilisation. Donc c'est Pour une le bonne année finalement. Pardon? Donc c'est une très bonne année pour le syndicalisme. La 2023, vous voulez dire? Ah bah c'était une année effectivement extrêmement importante. Qu'ils ont ne se sont pas parvenus, pour les raisons qu'on connaît, à créer le rapport de force nécessaire Qu'est-ce qu'il en est resté? pour retirer, pour abroger la réforme des retraites à l'époque. On va peut-être pas refaire le film, ou je sais pas, hein, peut-être à un moment donné. Mais toujours est-il qu'effectivement, c'était une année exceptionnelle en termes de mobilisation. Si mes souvenirs sont bons, on a atteint jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue. Alors, selon les syndicats, on va peut-être pas aussi. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y avait beaucoup de monde dans la rue, ce qui a d'ailleurs insufflé un souffle tout à fait important pour le syndicalisme à l'époque, et qu'il a un peu revivifié. Alors, c'était une bonne année si l'on considère que la manifestation est l'outil de mesure de l'efficacité syndicale. Et je crois donc comprendre que de votre point de vue, c'est peut-être pas le meilleur des outils. Il peut y en avoir d'autres. Non, non. La manifestation est un moyen de mesurer la performance syndicale. C'est pas ailleurs en Europe le grand outil. Il y a d'autres façons d'avoir une action syndicale efficace, mais ça renvoie à la conception ou aux conceptions syndicales différentes de l'action et de l'efficacité et de la mobilisation. La mobilisation n'est pas forcément la manifestation. Non, et puis effectivement, si on parle, il y a beaucoup de controverses dans certains milieux militants sur l'efficacité C'est ce de que ces j'allais journées saute-mouton. c'est ce que Hein. j'allais vous Il y poser a comme eu tout un question. grand débat à la suite de 2023 sur la capacité ou l'incapacité à mettre la France à l'arrêt. Justement, puisqu'à bout d'un moment, les syndicats eux-mêmes se sont aperçus qu'il était difficile de créer un rapport de force simplement avec ces journées de mobilisation, y compris quand on mettait plusieurs millions de personnes dans la rue. Donc, je me souviens, hein, ça a été d'ailleurs un appel à journée de grève générale, hein, mais de mettre la France à l'arrêt selon la formule de l'époque, et qui avait d'ailleurs été un échec.
pour le report. Donc, et surtout, le principal échec, c'est que la réforme n'a pas été abrogée. Alors après, bon, le système politique et parlementaire français est tel que ça n'a pas pu être le cas, mais il y a aussi l'incapacité en fait des mobilisations à arrêter le gouvernement dans sa tentative de coup de force de l'époque. Oui, nous avons en France deux traditions syndicales. La première qui est un syndicalisme de rupture, très souvent connecté avec une volonté de rupture politique aussi, considérant le syndicalisme comme un outil, un moyen pour transformer radicalement la société. Et donc on voit dans cette démarche-là des convergences définies comme très naturelles entre l'action syndicale et l'action de transformation politique, avec des variantes. La CGT est dans une relation de partenariat actif. Il fut un temps, qui n'est plus le temps actuel, où la CFDT se voulait à elle seule une force autonome de transformation sociale, avec des modes d'action qui étaient comparables à ceux de la CGT. D'ailleurs, entre 1973 et 1979, la CGT et la CFDT ont toujours eu des manifestations communes. Entre 1966 et 1979, les deux organisations avaient signé 4 accords d'unité d'action. Unité d'action sur les mêmes modes d'organisation. Ça, c'est la première tradition. La CFDT n'en fait plus partie aujourd'hui. En revanche, Sud ou la FSU sont dans cette logique. Deuxième conception de l'action syndicale, c'est l'action dite réformiste, qui considère que c'est moins la grève et la manifestation qui produisent le progrès social que la négociation et la recherche d'un accord durable. Ça veut dire que les conflits qui traversent le monde du travail, qui traversent l'entreprise, le rapport de force qui s'installe, peut trouver un débouché efficace dans la négociation et pas dans la manifestation. Là, nous avons dans ce paysage syndical, Force ouvrière, très clairement, qui est très portée à la négociation et particulièrement la négociation de branches, et puis également CFE-CGC et CFTC. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que le syndicalisme a changé, notamment depuis les années 80? Ah oui, c'est beaucoup transformé, effectivement, hein. Il s'est beaucoup transformé malgré lui, d'une certaine manière, puisqu'en fait, depuis les années 80, on a assisté à un recul considérable, en fait, déjà du taux de syndicalisation, du poids et de l'écoute qu'on pouvait porter aux principales organisations syndicales, notamment la CFDT et la CGT, et tout simplement, comment dire, un levier, de moins en moins perçu comme un levier de transformation et de conquête, en fait, que ça soit dans l'entreprise ou au niveau national. Au niveau national, c'est encore, je dirais que comment dire, cette perception est encore plus négative. Donc effectivement, il y a eu un gros recul, hein. Je crois que c'est le pays d'Europe où le taux de syndicalisation a été le plus fort et le plus drastique, hein. C'est-à-dire qu'on est, je crois, hein, de mémoire, à la fin des années 70, autour de 20%, on est passé à 10%, hein. C'était divisé par 2 le taux de syndicalisation. Donc effectivement, le panorama a beaucoup changé, le monde du travail a beaucoup changé, beaucoup plus de précarisation qui a participé justement à affaiblir les organisations syndicales. Avant, il y avait des bastions, hein. Il y avait Billancourt, il y avait les mines, il y avait l'énergie. Alors l'énergie, certains demeurent des bastions, mais effectivement, pendant très longtemps, en fait, les organisations syndicales étaient très implantées. Ces bastions se sont affaiblis, certains ont parfois même disparu, et ce qui a conduit finalement à leur perte. Et puis de nouveaux secteurs sont apparus. La sociologie du salariat s'est transformée. Avant, on avait une grosse population ouvrière qui est désormais établie à 14 ou entre 14 et 20% de la population salariée générale, ce qui fait que toutes ces transformations ont considérablement affecté en fait la syndicalisation. Aujourd'hui, on a un étiage plutôt bas, stabilisé depuis, je dirais, une quinzaine d'années, autour de 600 000 adhérents à la CGT et à la CFDT, à 10% en fait de population syndiquée pour la population salariale. Donc finalement, on est un peu très souvent dans un contexte en fait de faible syndicalisation en France. Cela ne veut pas dire pour autant, et les chiffres sont là, que le syndicalisme a baissé les bras et n'est plus actif. Il est actif différemment. Nous sommes, de l'ensemble des pays industrialisés, l'un des pays qui avons le plus faible taux de syndicalisation, ça a été dit. Et ce taux a considérablement réduit, 3 fois moins d'adhérents qu'il y a 30 ans. En revanche, nous sommes aussi, dans l'espace de l'ensemble des pays industrialisés, le pays qui avons avec un autre pays, le plus fort taux de couverture
des salariés par une convention collective, un accord collectif. Autrement dit, en France, nous avons peu de salariés syndiqués, mais ceux qui militent, ceux qui négocient, le font pour la quasi-totalité des salariés en France, c'est-à-dire 96% aujourd'hui des salariés sont couverts par une convention collective ou un accord collectif. Alors, c'est dû à la façon dont est vécu le syndicalisme. Je prends un autre exemple. Dans les pays scandinaves, en Suède, le taux de syndicalisation est largement supérieur à 10 fois le taux en France. Il est de 70-75%. Pourquoi? Parce qu'en Suède, quand une augmentation générale des salaires est négociée et signée dans une entreprise, l'augmentation générale s'applique à un salarié donné si, premièrement, le salarié a adhéré à une organisation syndicale, deux, si le syndicat auquel il a adhéré a signé l'accord. Donc évidemment, il y a un effet très direct entre l'adhésion syndicale et l'obtention d'une contrepartie. On pourrait dire aujourd'hui, le syndicalisme, il est très généreux puisque les quelques militants qui font l'effort de se syndiquer se syndiquent pour le profit de tous. Et en sens inverse, il y a une réflexion assez naturelle. À quoi bon j'irai me syndiquer puisque de toute façon, il y en a quelques-uns qui se syndiquent. Alors, c'est un peu réducteur ce que je dis là, parce que l'engagement syndical ne correspond pas uniquement à des motivations d'intérêt. Il y a un mouvement syndical, c'est une collectivité, c'est une expression populaire, c'est-à-dire un regroupement de personnes qui ont envie d'agir ensemble, d'être ensemble. Le syndicalisme, c'est être ensemble, c'est pas uniquement faire les bons placements techniques et financiers. Voilà. Question dans le chat, alors c'est Cristal qui la pose, Cristal qui vous demande, je pense, davantage qu'à moi, dans les autres pays, les syndicats, est-ce qu'ils sont aussi orientés politiquement, gauche-droite? Dans la discussion, nous dit Cristal, qu'on sous-entend que le syndicalisme est de gauche et que le 1er mai, c'est leur journée, mais il y a aussi des syndicats orientés droite, non? Pourquoi cette journée n'est pas celle de tous les syndicats, ou est-ce que simplement on ne les voit pas? Alors, il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats de droite. Alors, ce n'est pas la journée des syndicats, le 1er mai. C'est la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. D'ailleurs, donc ce n'est pas... Alors effectivement, les personnes qui portent et ont cette prétention à porter la voix des travailleuses et des travailleurs sont les syndicats. Mais ce n'est pas une journée pour les syndicats. Ce n'est pas une journée qui est, est destinée à porter la parole syndicale. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, sur la question de la politisation... Elle sert quand même un peu à ça, tout de même. Pardon? Elle sert quand même un peu à ça, en partie. Alors, légitimement, mécaniquement, forcément, on va se concentrer en fait sur la parole syndicale, puisqu'historiquement, ce sont aussi les syndicats qui se sont appropriés cette journée-là. Donc, c'est assez légitime. Après, sur la question de la politisation, dire que, alors je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs questions dans la même question. La question de la politisation ailleurs, dans les autres syndicats en Europe, je serais incompétent. Et si on ne sait pas, on ne sait pas. Hein, voilà, alors effectivement... je ne connais pas de syndicats de droite, effectivement. Mais alors, ça existe je sais pas si je me risquerais en fait à cataloguer certains syndicats de droite, en tout cas certaines professions, on le sait, par exemple certains syndicats de policiers, en tout cas, certains syndicalistes policiers ont montré certaines proximités politiques avec certaines organisations de droite, voire d'extrême droite. Ça, c'est quelque chose qui a été montré par le journalisme. Après, au sein même du syndicalisme, certains se taxent de droite, d'autres de gauche. On est un peu les personnes de droite de d'autres membres de d'autres syndicats. Je pense que dans la question de Cristal, il y avait un petit peu ça. Mais en fait, oui, mais maintenant que vous le dites, oui, il existe des syndicats de droite, clairement, effectivement. C'était plus, voilà, c'est le syndicalisme à la française, il est très infusé de politique. Je crois que c'était ça la question de Cristal. Est-ce que c'est pareil dans les autres pays? Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas d'ailleurs. Si on ne sait pas, c'est pas grave du tout. Alors, en France, comme partout dans le monde industrialisé, en Europe, ailleurs en Europe, les salariés sont aussi des citoyens. Les citoyens votent. Quand ils sont salariés, sont-ils influencés par les mots d'ordre des partis auxquels ils peuvent adhérer ou pas? Et c'est là où nous avons une singularité française. Ailleurs en Europe, les syndicats et les partis peuvent avoir des liens très étroits, même financiers. Mais
un syndicat, je prends la Grande-Bretagne, ne va pas donner des consignes de vote, de converger avec un parti politique. Chacun son job, chacun son rôle. Alors en France, c'est très différent. Vous avez une organisation comme Force ouvrière qui, quand on regarde la sociologie des militants, sociologie politique, ben ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Le secrétaire général de l'organisation, Force ouvrière, Frédéric Souillot, et ses prédécesseurs ont toujours dit le syndicat reste le syndicat. Force ouvrière est d'ailleurs née en 1948, au lendemain d'une scission qui a bouleversé la CGT, laquelle venait d'être contrôlée par le Parti communiste. Et donc, des militants réformistes, anarcho-syndicalistes, ont dit non, on ne peut plus être aux ordres d'un parti, lui-même aux ordres d'une puissance étrangère, on va créer Force ouvrière et on se donne comme ligne d'être dans l'indépendance politique. Ça ne veut pas dire que les militants, lorsqu'ils votent en politique, sont sans conviction, bien évidemment pas. Maxime Kiv. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression en fait d'une dépolitisation très forte des organisations syndicales. Si on compare d'un point de vue historique, alors effectivement, on a encore l'impression, on voit bien qu'il y a des tonalités politiques. On voit bien que la CGT, c'est pas la CFDT. On voit bien dans les modalités d'action, on voit bien dans les revendications. Par exemple, là, on parle de, je le disais, Sophie Bidet dans l'Humanité qui a appelé par exemple à la nationalisation d'ArcelorMittal. On voit bien qu'il y a effectivement du contenu politique qui se dégage des revendications des uns et des autres. Mais finalement, aujourd'hui, la CGT n'est plus la courroie de transmission du Parti communiste. Il y a une volonté affichée et revendiquée d'être dans une neutralité politique à l'égard de toutes les organisations politiques, en tout cas de la CGT. La CFDT, il me semble que c'est la même chose, mais je connais moins cette organisation. Donc, on a plutôt assisté finalement à une dépolitisation extrêmement forte finalement des organisations syndicales, en particulier de la CGT, notamment au lendemain de la chute du mur de Berlin. Alors il y a toujours effectivement des liens, notamment à l'égard avec le Parti communiste, mais c'est plus du tout ce que c'était. Et y compris dans les revendications, quand on analyse en fait, par exemple, les formations syndicales, j'ai des collègues qui ont fait ça, on s'est aperçu, par exemple, que le discours lutte des classes avait beaucoup décliné au sein des formations syndicales, notamment à la CGT. Donc effectivement, pour le grand public, ça peut donner l'impression qu'il existe encore une très forte politisation dans ces organisations-là. Elle est en réalité beaucoup plus affaiblie qu'elle ne paraît. Alors peut-être que le retour de Sophie Binet à la tête de l'organisation a tendance à repolitiser, puisqu'on a beaucoup, en interne au sein de la CGT, on a beaucoup critiqué justement cette tendance à vouloir justement pendant quelques temps s'inscrire dans les pas d'une démarche réformiste. Aujourd'hui, on a tendance à voir poindre de nouveau une tentative de repolitiser l'action syndicale, mais sans se subordonner à une organisation politique. Je tempérerai un petit peu cette lecture parce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a dépolitisation du syndicalisme dans son ensemble, dans la mesure où, depuis de très très longues années, ou depuis toujours pour certaines organisations syndicales, ce rapprochement syndicat-parti est contraire au principe de l'action syndicale. Force ouvrière, la CFTC, la CFE-CGC n'ont jamais souhaité relier leur action professionnelle, syndicale, à une action politique. Pour elle, c'est on défend les salaires, les conditions de travail, l'emploi, la formation. Y a-t-il une façon de gauche, de droite, de gérer les conditions de travail face à un accident du travail? Oui, si on remet en cause toute la structure de la société, de l'économie, bon, mais sinon, concrètement, quand il y a un risque d'accident, que fait-on? C'est l'action très concrète, très professionnelle. La CFDT, elle, a, on l'a dit, eu une période proche de la CGT, d'alliance même très forte, et puis à partir de 1979 a évolué vers ce qu'elle a appelé la resyndicalisation, ce qui veut bien dire qu'il y avait en effet une désyndicalisation, une politisation. Au vocabulaire courant, on dit le recentrage. Et la CFDT est aujourd'hui une des organisations, de par sa taille, championne de la démarche réformiste. La CGT, la FSU et Sud sont dans une lecture différente, puisqu'elles considèrent que les structures de la société doivent être modifiées. Pour autant, il est évident que l'affaiblissement, et le terme est faible, l'affaiblissement du Parti communiste rend la CGT un peu à elle-même. Soyons un peu brutal. De 1947 à la chute de l'Union soviétique, donc décembre 1991, la direction de la CGT était aux ordres
d'une puissance étrangère. C'est peut-être brutal ce que je dis, mais c'était la réalité. Depuis, la CGT n'a plus le logiciel qui lui venait de l'extérieur. Il lui a fallu construire son logiciel. Il y a eu la période Bernard Thibault, 1980, après Louis Vianney, qui était un grand secrétaire général de la CGT. Il y a eu Bernard Thibault, 1999-2013, qui a essayé de conjuguer contestation, donc démarche politique, et négociation. Ça a été très difficile, mais la CGT a évolué beaucoup dans cette direction. Ensuite, l'épisode Thierry Lepan, qui n'a pas duré longtemps, Philippe Martinez, et aujourd'hui Sophie Binet, qui est un peu à l'heure des choix. Parce que depuis le départ de Bernard Thibault, il n'y a pas eu véritablement d'orientation, de décision d'ordre doctrinal. Et la CGT fonctionne beaucoup sur ses logiques professionnelles, ses fédérations. Voilà. Bon, après, le problème, c'est qu'on est un peu piégé par le terme de politisation et de dépolitisation. C'est qu'est-ce qu'on entend en fait par ce terme-là? Si la politisation consiste à tenter d'influer sur les politiques publiques, le syndicalisme, c'est aussi la fonction du syndicalisme. Si la politisation, c'est de défendre des idées politiques qui s'éloignent en fait du champ de l'entreprise, effectivement, on peut, voilà, donc dire que je pense que c'était plutôt le sens de cette question-là, c'est-à-dire l'impression que la CGT ou les organisations syndicales en général s'éloignent des préoccupations de l'entreprise pour s'intéresser à des préoccupations plus larges, plus générales. Mais est-ce qu'on peut complètement déconnecter l'un de l'autre? C'est compliqué, puisque effectivement, on le voit par exemple avec les ordonnances Macron de 2018, on voit que les choix politiques qui sont portés au niveau national ont des répercussions immédiates en fait dans l'entreprise. Autre exemple, on parlait par exemple tout à l'heure des conventions collectives. Vous disiez qu'on était l'un des pays d'Europe et voire du monde le mieux couvert par les conventions collectives. Or, ces conventions collectives, si elles ne sont pas contrôlées et respectées, en fait, elles n'ont pas forcément d'action. Et on constate, en fait, depuis maintenant un certain nombre d'années, qu'il existe, en fait, des difficultés à faire appliquer le droit du travail. Le code du travail est de plus en plus contesté et a de plus en plus de difficultés à être mis en œuvre et respecté, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de contrôleurs du travail et d'inspecteurs du travail. Donc, effectivement, on peut dire, oui, on a l'impression que les organisations syndicales, bon, par exemple, je pense que la question vient aussi de l'année dernière, au moment où la CGT a appelé, par exemple, à voter pour le NFP. Ceci dit, effectivement, on peut dire qu'il y a une politisation de la CGT, mais ça a été une décision qui a été extrêmement discutée au sein de la CGT et qui est exceptionnelle au regard de l'histoire récente de la CGT. Généralement, et si mes souvenirs sont bons, la dernière fois que la CGT, par exemple, avait appelé en fait à voter pour une force politique, c'était en 2007, au moment de l'élection de la campagne présidentielle entre entre Sarkozy, pardon, et François Hollande. Et précédemment, il me semble que c'était un appel à voter contre l'extrême droite déjà en 2001. Donc on voit bien que la politisation en question, elle est quand même assez résiduelle sur l'histoire en tout cas les 20 dernières années. Oui, ne focalisons pas uniquement sur la CGT, mais la CGT est aujourd'hui une organisation, comme dirait un clinicien, c'est un cas intéressant, parce que c'est une organisation qui vient d'un syndicalisme de rupture radicale, avec cette période longue de subordination à un parti, qui aujourd'hui s'en est détaché, pas d'elle-même. C'est simplement que le parti, la puissance communiste s'est effacée en Europe, dans le monde, et donc aussi en France. Et la CGT s'interroge aussi. La pratique de la négociation, je me souviens avoir été à un congrès de la CGT, c'était en 2006 à Lille, où il y avait le mot négociation. Fallait-il accepter l'idée qu'une négociation pouvait déboucher sur un compromis? Alors le mot compromis, il a deux sens. Ça peut être, dans le sens de la négociation réformiste, la recherche d'un point d'équilibre entre des intérêts qui continuent à être différents, mais un point d'équilibre que l'on veut le plus durable possible. Ou bien c'est un acte d'abandon, une compromission. Et dans le Congrès, il y avait eu évidemment beaucoup de débats sur ce mot. Non, n'utilisons pas le mot compromis. Dans les faits, aujourd'hui, en 2024, dernier chiffre connu de la négociation collective, la CGT, dans les entreprises, là où elle est présente, signe 85% des accords qui lui sont présentés. Et c'est très élevé au regard de ce qu'elle fait
dans les branches ou au niveau national. Dans les branches professionnelles, elles signent un accord sur 3. Au niveau national et interprofessionnel, pratiquement jamais. Mais dans les entreprises confrontées à une préoccupation très concrète, les militants syndicaux signent 85%. Les autres organisations signent plus de 92%. Sud signe moins de 80%. Maxime Quijoul, est-ce que la sociologie du syndicat a changé? Oui et non, je dirais. Non, dans la mesure où on retrouve en fait les mêmes bastions. Alors maintenant, si, ça a changé en fait. C'est-à-dire que historiquement, comme je disais tout à l'heure, on avait des bastions ouvriers dans lesquels qui concentraient une grande partie des populations syndicales. Ces bastions se sont progressivement effondrés. La sociologie du monde du travail s'est beaucoup transformée et on a assisté progressivement en fait à une concentration du syndicalisme dans la fonction publique principalement. Les transports, l'éducation nationale, les ministères, la santé énormément. Donc effectivement, voilà, le secteur privé, ça représente 8% en fait du taux de syndicalisation. Moi j'aime bien donner le chiffre inverse, ça veut dire que 92% de la population salariale n'est pas couverte par n'est pas adhérente d'un syndicat. Je pense que mettre ce chiffre-là en avant, c'est se rendre compte véritablement de l'absence en fait du désert syndical que représente en fait le monde du travail français. Donc effectivement, le monde la syndicalisation s'est transformée, la sociologie des adhérents et des adhérentes s'est transformée, mais on voit aussi certaines spécificités régionales. À Paris, par exemple, là, depuis 2 ans, en fait, les principaux organisations syndicales, la CGT et la CFDT, connaissent un regain d'adhésion. Je ne connais pas précisément les chiffres de la CFDT, mais je crois que c'était les mêmes pour 2023-2024. Depuis 2023, c'était 70 000 de plus, à la CGT également. Et pour la CGT, là, ils viennent de donner les chiffres pour 2024, c'est 50 000 de plus. Donc, c'est un regain qui est important, mais en même temps, on a ce qu'on appelle le syndrome du panier percé. C'est-à-dire que ce qu'on gagne en termes d'adhérents, on le perd progressivement, en fait, par des gens qui quittent le syndicat, des gens qui se partent à la retraite, qui abandonnent du coup leur adhésion, par des gens qui ne se retrouvent plus en fait de l'organisation syndicale. Et en fait, il y a beaucoup de raisons qui expliquent en fait cet affaiblissement syndical. Aujourd'hui, il y a des raisons structurelles dont on a beaucoup parlé, la précarisation des conditions d'emploi. Il y a l'individualisation en fait des rémunérations et des carrières, c'est-à-dire que de plus en plus les gens gagnent leur vie, ils gagnent, en tout cas vont avoir des gains de rémunération grâce aux primes, donc une individualisation beaucoup plus forte, qui est difficile en fait de mobiliser collectivement sur ces questions-là. Et on n'en a pas encore trop parlé. Il y a les ordonnances Macron de 2018 qui ont transformé complètement les instances représentatives du personnel et qui ont fusionné en fait les différentes instances qui existaient en une seule, qui ont produit une perte de moyens considérable pour les organisations syndicales. C'est-à-dire que autrefois on avait, je crois, 1 million de mandats syndicaux. Alors, les mandats syndicaux, pour expliquer en fait aux éditrices ou aux éditeurs, c'est les moyens qu'on donne aux syndicalistes, aux élus syndicaux, pour mener à bien en fait leur travail de représentation des travailleurs dans leur entreprise. Donc c'est très souvent en fait des heures de délégation, le vendredi par exemple, ou n'importe quel jour d'ailleurs de la semaine. C'est sur vos heures de travail, vous avez des heures de délégation pendant lesquelles vous exercez votre partie de votre mandat, si je puis Voilà, dire. vous préparez les réunions, vous préparez les négociations, vous préparez les mobilisations, etc. Et ces mandats-là, en fait, ont complètement, une grande partie, un tiers de ces mandats, j'ai des collègues qui ont mené une enquête là-dessus, un tiers des mandats syndicaux ont disparu avec les ordonnances Macron. Donc c'est des moyens considérables qui ont disparu et qui ont un effet néfaste. Ensuite, il y a une complexification très importante en fait avec l'arrivée du CSE, donc le comité social et économique, qui a remplacé les instances représentatives du personnel, qui ont vraiment sont en train de créer des situations de burn-out militant en fait. On est en train aussi d'assister à ça. Et enfin, un éloignement considérable en fait des représentants syndicaux et des élus en général, parce qu'il faut rappeler qu'un tiers des élus du personnel ne sont pas syndiqués. Donc ça, c'est important aussi de le signaler. Et donc, les CSE ont considérablement éloigné les représentants du personnel de leurs collègues de travail, ce qui conduit à des situations un peu étonnantes, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, en fin d'année, il y a eu un conflit très important des contrôleurs à la SNCF, qui est parti de la base et pas des organisations syndicales. Et ce dont on s'était aperçu, c'est que finalement, le changement du périmètre lié au CSE, en fait, avait considérablement éloigné les élus syndicaux des collectifs de travail. Donc voilà, j'ai un peu complètement transformé votre question, mais...
Mais ce qui vient d'être dit, notamment sur les collectifs des chefs de bord, c'est-à-dire les contrôleurs de la SNCF, indique bien que les ordonnances Macron de 2017 n'en faisons pas le chiffon rouge qui permet de tout expliquer. Et ça vient d'être dit. Il y a deux grandes explications de fond. La première, c'est que le syndicalisme en France a pu conquérir quand il y avait au bout de la revendication, au bout de la conquête, quelque chose à conquérir. Les 30 années glorieuses qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale permettaient, par une croissance très forte, d'obtenir, alors certains par la grève, d'autres beaucoup par la négociation. C'est ainsi que l'on a installé dès 1947 des retraites complémentaires. En 1958, une assurance chômage. En 1970, un système de formation professionnelle dont on voit aujourd'hui qu'elle est une très belle garantie contre les risques de déqualification parce que les technologies évoluent vite. Donc, il y a eu des avancées très fortes et aujourd'hui, un peu, le syndicalisme est un peu victime de ses conquêtes. C'est-à-dire que dans une période de difficultés économiques, y a-t-il encore, comme le disait autrefois un syndicaliste de Force Ouverte qui s'appelait André Bergeron, y a-t-il encore quelque chose, du grain à faire moudre sous la meule? Y a-t-il quelque chose à conquérir? Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est très certainement l'éloignement entre la façon dont fonctionnent les organisations syndicales et les attentes des salariés. Alors ça touche aussi bien ça touche particulièrement les jeunes générations. Aujourd'hui, le syndicalisme apparaît un peu comme vieillot aux yeux de générations montantes, des 25-30 ans, qui disent c'est bien, ces systèmes un peu un syndicat, c'est très pyramidal. Il y a une fédération, un délégué syndical central, un délégué syndical. Bon, c'est bien, mais c'est très hiérarchisé et puis très idéologisé. Aujourd'hui, c'est moins Lénine et la barricade que je veux me faire plaisir et je travaille avec les réseaux sociaux. Le besoin d'engagement est toujours là, est très important. Il ne se retrouve pas toujours dans la façon dont le syndicalisme bâtit une offre de l'engagement. Et puis, on voit dans les bastions du syndicalisme, et l'exemple de la SNCF est parlant, on voit effectivement des mouvements, c'est pas la première fois, il y a eu ça en 1986, il y a eu des coordinations, on appelait ça, mais on a vu tout récemment à la SNCF des montées catégorielles prendre corps en dehors des organisations syndicales. Décembre 2022, les contrôleurs de la SNCF se mettent en grève en dehors des organisations syndicales, alors que quelques semaines avant, des élections professionnelles avaient eu lieu dans une entreprise où les syndicats sont toujours très bien implantés. 2024, février 2024, rebelote. Alors il y a une organisation syndicale qui est très réactive, qui a senti la façon dont ça se passait, c'est Sud, qui a collé beaucoup à ce collectif national des agents SNCF, le CNA, et qui aujourd'hui d'ailleurs est très actif, donc le CNA, Sud, et ça a poussé aussi la CGT à coller à cette démarche. Et nous avons aujourd'hui l'actualité chaude du jour. La semaine prochaine, il y aura très certainement des grèves lancées par la CGT, lancées par Sud et aussi par ce fameux collectif CNA. Alors, pardon, je vous coupe. Qu'est-ce qui manque comme offre syndicale pour parler à davantage, à davantage de monde? Alors, moi, Si tant est que cette offre est incomplète, peut-être qu'elle ne l'est pas d'ailleurs. Alors, je pense que l'offre syndicale, elle est liée aussi aux conditions en fait de cette offre. C'est-à-dire que on a assisté à un affaiblissement du syndicalisme qui est lié aussi en fait donc à la transformation du marché du travail, mais aussi à des politiques publiques qui ont progressivement en fait conduit à un ensemble de dérogations du code du travail qui ont complexifié considérablement en fait la tâche de représentation des travailleuses et des travailleurs dans l'entreprise. Donc ces conditions en fait de syndicalisation, elles se sont complexifiées. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je suis pas sûr finalement qu'il y ait
plus rien à conquérir. Je pense que quand on écoute les organisations syndicales, il y a encore beaucoup de travail. On reste le premier pays en termes de mortalité au travail, donc il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Quand on écoute la CFDT quand même milite beaucoup, mais pas que la CFDT, la CGT également, les principales organisations syndicales sur les questions de santé au travail et de conditions de travail. Ils ont quand même beaucoup de choses à proposer. Je pense qu'il y a un problème de message, en fait, de transmission du message. Il y a des difficultés pour entendre la voix des syndicats. Les syndicats sont entendus généralement, le message syndical est entendu lors de grandes mobilisations. Et ces grandes mobilisations, en général, apparaissent pour la défense d'acquis sociaux. On est rarement en fait dans une perspective proactive syndicale de conquête d'un nouveau droit qui mobiliserait en fait les masses. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore, que les syndicalistes ont beaucoup de choses encore à proposer. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs au niveau local, il y a quand même si globalement les grèves sont de moins en moins importantes, il y a quand même des grèves sporadiques qui obtiennent, il y a eu une mobilisation à Gennevilliers, là, dans les entrepôts Géodis, où ils ont obtenu 150 € à la suite de grèves. Rappelez-vous, il y a aussi un mouvement de grève à Lidl, quand même, dans des espaces en fait, du monde du travail qui sont très difficilement mobilisables. On a affaire à des gens qui sont très précarisés, en temps partiel, avec des bas salaires. Donc, on a obtenu finalement des mobilisations importantes. Il y a Primark. En fait, bon, je ne vais pas dérouler toutes les mobilisations, mais il y a quand même un égrenage en fait, de mobilisations qui ont été importantes ces dernières années, notamment dans le cadre de l'inflation. Oui, tout à l'heure, je disais, la période des grandes conquêtes a vécu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conquêtes à avoir, bien évidemment. Mais il était beaucoup plus facile, c'est ce que je voulais dire, il était beaucoup plus facile de conquérir quand, économiquement parlant, il y avait les moyens de répondre à la revendication. Qu'y a-t-il à faire aujourd'hui? Il y a deux attentes, deux possibilités. D'abord, un travail de proximité. L'efficacité de l'action syndicale repose sur un engagement du militant. Le militant, c'est un salarié pas comme les autres. C'est un salarié qui travaille comme les autres et c'est un salarié qui, en plus, agit, a le sens du collectif et on disait autrefois les délégués font la tournée. Le délégué du personnel, autrefois, mais c'est l'élu CSE aujourd'hui, son efficacité, c'est la tournée. Pourquoi un salarié fait confiance à un syndicat? Parce qu'il a confiance dans le délégué. On n'adhère jamais à un syndicat, on adhère à une personne, un homme, une femme, qui a une étiquette syndicale et qui vous soutient, qui vous conseille, qui vous défend. Deuxièmement, le syndicat a collectivement, et ça c'est pas individuellement, un rôle très important pour engager des négociations, conquérir par la négociation. Et ça, c'est très efficace aussi, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les branches professionnelles, qui sont aujourd'hui un niveau de la négociation collective peu estimé. Alors ça, les politiques récentes depuis 2017 ont beaucoup écrasé au sol les négociations collectives en disant il y a la loi d'un côté, il y a les négociations d'entreprise et la négociation collective de branche professionnelle a de très nombreuses vertus parce qu'elle permet à des salariés qui travaillent dans des toutes petites entreprises où il n'y aura jamais, disons-le clairement, de présence syndicale, de bénéficier des règles, des normes élaborées entre employeurs et salariés. Oublions pas également que les entreprises ont depuis le début des années 70 fait mûrir et se développer la fonction ressources humaines, relations sociales. Ressources humaines n'est pas un mot très élégant, mais relations humaines ou relations sociales. Et que l'antisyndicalisme primaire qui existait il y a quelques décennies, aujourd'hui dans les grandes entreprises a quand même beaucoup disparu et dans les moyennes et petites entreprises se civilise. Ouais, alors je ne serais pas aussi optimiste sur Pour la deuxième fois, vous avez fini par vous fâcher. La disparition. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup, d'ailleurs, beaucoup d'enquêtes le montrent, beaucoup de discrimination antisyndicale dans beaucoup d'entreprises et qui constitue un obstacle assez important, en fait, justement, à proposer une offre syndicale, surtout dans certains secteurs comme le commerce. Il y a des travaux qui l'ont bien montré, où effectivement, je parlais beaucoup de la précarisation de l'emploi. Je me permets de vous couper, Maxime. Il y a Salade Tomate Tartiflette qu'on salue
ailleurs qui dit si tu es syndiqué, t'es pas embauché. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. La précarisation de l'emploi, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un obstacle parce qu'on ne se projette pas dans son entreprise. Donc, on se dit, ça ne sert à rien que je m'engage dans mon entreprise. Mais la précarisation de l'emploi, elle est aussi un levier très important, en fait, pour les employeurs, pour dire, tu commences à vouloir te syndiquer, tu as commencé à vouloir me chercher des poux, et ben à la fin de ton contrat, je te mets à la porte, en fait, tout simplement. C'est ça, la précarisation de l'emploi. Et ça constitue un frein plus que les employeurs, c'est aussi des formes d'autocensure des salariés. On le voit, hein, c'est souvent les salariés qui disent eux-mêmes, mais je vais surtout pas me mettre dans une bataille ou même dans des négociations si finalement, à la fin, ça me met en péril pour ma propre carrière ou pour que mon contrat soit confirmé. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Deuxième chose, il y a des enquêtes qui ont montré que les Français se syndiquaient moins, se mobilisaient moins dans les entreprises, non pas parce qu'ils n'avaient pas envie de se mobiliser, mais parce que justement l'offre syndicale dans les entreprises n'était pas assez importante. Plus vous avez de présence syndicale dans une entreprise, plus vous aurez une tendance, une inclination assez forte à la mobilisation, à la négociation. Donc il y a vraiment un lien extrêmement fort entre présence syndicale et mobilisation salariale, et sans doute aussi obtention de nouveaux droits et défense des droits, des salariés, quoi. Le mot mobilisation renvoie-t-il au mot grève ou au mot action collective efficace? L'action collective efficace n'est pas forcément la grève. Alors, il est vrai qu'il y a des dirigeants d'entreprise qui disent zéro syndicat égale zéro défaut. Bon, mais et nous, à l'Institut supérieur du travail, on le voit sur la longue période, de très nombreuses entreprises qui disent, nous, on préfère avoir en face de nous des délégués syndicaux de qualité qui ne sont pas d'accord avec nous, précisément parce que c'est dans cette confrontation que l'on va construire. Et de nombreux dirigeants d'entreprise ou managers, comme on dit aujourd'hui, des cadres, disent, nous, on préfère avoir un délégué syndical construit, structuré, qui sait organiser une action collective, plutôt que des collectifs ou des personnes qui ne représentent qu'elles-mêmes. Et ce phénomène des coordinations, des collectifs, inquiète beaucoup, mais finalement tout le monde. Le phénomène de gilets jaunes est un phénomène en soi qui mériterait une émission. On l'a oublié aujourd'hui, ce phénomène, mais c'est un phénomène qui est un mouvement très éruptif, qui montre bien que l'action syndicale, elle est efficace dans la durée. Et pour durer, il faut avoir une organisation, une formation, une lecture, une pratique de la relation sociale. Et dans les entreprises actives, il y a des efforts très importants pour que le taux de participation, par exemple, aux élections professionnelles, ne baisse pas. Si le taux de participation aux élections baisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps social n'a pas de regard intéressé sur la représentation. Cela veut dire également, évidemment, que les directions d'entreprise ne seront plus demain si ceux qui sont élus ont une assise populaire. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est tout à l'heure je le disais que les politiques publiques avaient beaucoup affaibli en fait l'offre syndicale. Il y a notamment toute une série de réformes législatives qui ont été extrêmement importantes et qui ont inversé ce qu'on appelle le principe de faveur. Autrefois, en fait, on avait, quand une loi était passée au niveau national, elle s'appliquait automatiquement dans les branches et dans les entreprises. Progressivement, on a affaibli ce principe de faveur. Et par exemple, si une loi était défavorable dans l'entreprise, c'était la loi nationale, en fait, qui prenait le pas, si vous voulez, sur la négociation d'entreprise. Progressivement, on a cassé un peu ce phénomène-là, ce principe de faveur, pour en faire en sorte que la négociation soit de plus en plus dans les entreprises. Ça a pour effet d'isoler de plus en plus les salariés et les représentants du personnel et surtout le droit était généralement plus favorable dans la branche comme au niveau national. Aujourd'hui, les salariés ne peuvent plus bénéficier de ce principe de faveur et sont un peu donc pieds et poings liés en fait au rapport de force dans l'entreprise qui va être d'une entreprise à une autre complètement différent. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour comprendre l'affaiblissement de l'offre syndicale. Parce que désormais, on est de plus en plus confronté à son propre patron sans avoir une espèce de coulisse qui va permettre finalement de créer ce rapport de force avec son patron. Et après, j'ai une question. En soi, le fait que la loi soit moins normative,
n'est pas en soi choquant parce que la réalité économique est de plus en plus diverse. Les entreprises vivent des réalités économiques et sociales très diverses. La compétition internationale accentue aussi le phénomène. Mais ce que nous vivons et qui est le plus embarrassant, c'est qu'il n'y a de moins en moins de place à la négociation collective de branche. C'est-à-dire, il y a la loi et la négociation d'entreprise quand la négociation d'entreprise est possible. Donc dans les petites entreprises ou dans même des grandes entreprises, eh bien, il n'y a pas le parapluie protecteur de la négociation de branche. Et on le voit quand la négociation collective de branche est active et vive, c'est loin d'être le cas encore dans toutes les branches en France, loin de là, eh bien finalement, il y a un grand vide, il y a la loi, et puis il y a l'accord d'entreprise. Ailleurs, dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, les négociations collectives de branche ou régionales sont très très actives. Et donc on a moins besoin de lois qui sont un peu des lois qui s'appliquent à tous en niant la diversité des situations professionnelles ou d'organisation d'entreprise. Et ailleurs, en Allemagne tout particulièrement, la négociation est très très active. Le syndicalisme est puissant en Allemagne, eh bien, parce qu'il peut montrer à l'organisation patronale ou aux employeurs qu'il n'a pas besoin de montrer ses muscles pour être efficace. Il n'y a pas besoin de faire grève en Allemagne. Là, les syndicats allemands sont très puissants, ont des ressources financières très importantes. Simplement, ils sont orientés vers l'idée que le rapport de force, ce n'est pas un rapport de force qui va consister à détruire l'autre, mais à construire avec lui. Comment on fait revenir dans ces toutes petites structures, des toutes petites entreprises avec très peu de salariés, comment on fait revenir les syndicats dans ces structures-là? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à imaginer peut-être Effectivement, alors effectivement, dans les petites structures, et ça fait partie aussi du problème en fait de l'effritement syndical en France, c'est-à-dire que les entreprises se sont aussi, alors il y a des grosses entreprises qui restent des gros bastions la banque, par exemple, est un domaine en fait du monde du travail où il y a beaucoup de présence syndicale assez pas importante. Mais effectivement, on s'est aperçu notamment dans le monde industriel qu'il y avait une tendance en fait à comment dire, une diminution de la taille des entreprises en fait. Marchépalisation. Exactement, et effectivement, une diminution de la taille des entreprises qui conduit en fait à, on sait bien que la taille est extrêmement importante pour la présence syndicale, et effectivement pour dans les apprécier un toutes collectif, pour le galvauder un peu. on voit bien au niveau des élections professionnelles qui viennent d'avoir lieu pour les toutes petites entreprises, les TPE, voilà, c'est ça. Et Les où très on a petites eu entreprises. 4%, je crois, de participation. Donc, bon, alors après, c'est des élections qui portent pas beaucoup de pouvoir pour les salariés, pour leurs représentants. Donc, c'est une des causes. Mais je n'ai pas forcément de réponse à votre question, si ce n'est sans doute donner une information plus claire sur les droits des salariés en fait, sur leur contrat de travail, sur la présence syndicale, la création sans doute d'un mandat d'organisateur syndical au niveau territorial. Il ne faut pas oublier qu'effectivement les organisations syndicales fonctionnent par fédération, donc par profession, par secteur d'activité, mais aussi sur des bases territoriales via les unions départementales et les unions locales. Donc peut-être sans doute comment dire, je trouve plus mes mots, excusez-moi, mais accentuer finalement la présence territoriale, essayer de trouver l'existence d'un mandat d'organisateur syndical sur un territoire qui aurait la capacité finalement d'aller dans ces entreprises et de vérifier et de porter la parole des salariés de des petites entreprises. Oui, c'est toujours les deux mêmes mots, proximité et service. Proximité. Un salarié peut et a évidemment, c'est pas peu, il a inévitablement dans sa vie professionnelle besoin d'un conseil, d'un service, d'une défense, d'une écoute, d'un soutien. Alors il peut l'avoir auprès de son manager, son chef d'équipe, son responsable hiérarchique, mais s'il veut un peu de distance, il va aller voir le représentant du personnel. Le représentant du personnel est-il là, n'est-il pas là? Le représentant du personnel n'a pas réponse à tout, mais il a avec lui en back-office, en arrière, il a une union départementale, locale, régionale, une fédération. Il peut donner un renseignement. Il m'avait été promis une prime à la fin du mois, je ne la vois pas sur ma feuille de salaire. Que se passe-t-il? Il peut aller voir son responsable hiérarchique, il peut aller voir aussi un représentant du personnel qui se renseigne, qui est un intermédiaire, un avocat en quelque sorte. Étymologiquement, il y a un peu de ça chez le syndicat. C'est celui qui porte la parole
hein, c'est un peu un avocat. Bon, ça c'est le côté proximité et c'est très important. Deuxièmement, c'est le service. Donc il n'est pas inenvisageable d'envisager des services qui puissent être mutualisés entre entreprises de tailles différentes. Alors il y a une mutualisation que les syndicats ne pratiquent pas beaucoup, mais qui existe, la mutualisation des activités sociales et culturelles entre grandes entreprises et petites entreprises. Ce pourrait être aussi des services rendus aux adhérents qui ont fait l'effort de cotiser. Regardez, dans le monde des mutuelles, il y a bien une compétition entre les mutuelles. Hein, tu as une bonne mutuelle? Oui, oui. Et toi? Oh, moi, moins bien. Bon, donc on compare les mutuelles. Les syndicats peuvent aussi se situer dans cette logique-là. Mais ce n'est pas la culture syndicale en France. Culture syndicale en France répugne à entrer dans cette logique de service rendu comme ailleurs en Europe. Je ne porte pas là d'appréciation, à plus forte raison de jugement. C'est une caractéristique française. Nous sommes dans l'ensemble des pays industrialisés un pays qui avons vraiment, de par l'histoire, de par notre culture, une pratique de l'engagement collectif et singulièrement de l'engagement syndical très particulier. Emmanuel Macron avait tenu relativement loin de lui les syndicats. Quelque chose s'est brisé, quelque chose peut se retisser, il faut imaginer ce rapport-là autrement. C'est clair. En arrivant en 2017 à l'Élysée, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit bon, les syndicats, tous le corps moins je les intermédiaires, vois, de le manière mieux je me générale. porte. C'est clair. Il les a snobés. Les ordonnances de 2017 ont cassé la confiance. Bien, il faut dire aussi que quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, il voyait les syndicats entrer à l'Élysée et pratiquement dicter sa conduite au président de la République de l'époque, c'est-à-dire François Hollande. Donc il a dit ça suffit maintenant. Et il y a eu une mésentente grave. Quand on dit mésentente, c'est un gentil euphémisme, mais une mésentente grave entre les organisations syndicales et le président de la République Macron, et tout particulièrement de la CFDT. Laurent Berger, à l'époque secrétaire général de la CFDT, avait commis un article dans un journal 15 jours après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en disant « Partagez le pouvoir, monsieur le président ». Vous êtes président de la République, vous avez quarantaine d'années, vous avez pris le pouvoir de façon extraordinairement brillante, hein, et quelqu'un vient vous dire il faudra partager le pouvoir. Bon, le pouvoir dans une république, il est ordonné de façon très structurée par la Constitution, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, bien, mais le syndical n'a pas vocation à exercer un partage du pouvoir. Donc, voilà, l'incompréhension est née là. La politique du président de la République était très claire, ses conseillers aussi, et nous vivons aujourd'hui. Il y a eu des réformes utiles. Il y a eu des réformes utiles, particulièrement dans le domaine de la formation, de l'emploi, du développement de l'apprentissage. Mais globalement, ça s'est fait dans une indifférence appuyée du président de la République en direction des syndicats. Maxime Quijou, vous souscrivez, souscrire, ça n'existe pas. Vous souscrivez au propos de Bernard Pas forcément. Disons qu'on a bien vu quand même une attitude de défiance, mais qui n'était pas de défiance exclusivement à l'égard des syndicats, mais à l'ensemble de la société civile. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on a pu observer, que tout le monde a observé, une attitude monarchisante en fait du président de la République qui a décrété qu'il exerçait le pouvoir seul, hein, y compris ses proches conseillers se sont plaints finalement de cette attitude. Et effectivement, il y a eu une main tendue de Laurent Berger à un moment donné qui a été une main tendue parce que effectivement, sans doute partager le pouvoir, c'était quand ça vient de la CFDT, est-ce qu'on peut s'entendre sur un ensemble de réformes qu'on va pouvoir négocier? C'était pas donnez-nous le pouvoir aux syndicats. Je pense pas la philosophie de Laurent Berger. Je connais pas beaucoup Laurent Berger, mais je pense pas que compte tenu de l'attitude générale de la CFDT, qu'il était dans cette disposition. On n'en a pas beaucoup parlé en tout cas. Voilà. De ce que j'ai pu lire, Laurent Berger et Emmanuel Macron se connaissaient. Sans doute se sont-ils fréquentés à plusieurs reprises et c'était effectivement une main tendue pour essayer de mener à bien un certain nombre de réformes, notamment portées par la CFDT. Il y avait la retraite par points à l'époque, hein, qui est toujours portée par la CFDT. Et je pense qu'il y avait un espoir de la part de la CFDT de pouvoir entrer des négociations et faire avancer des dossiers qui portaient depuis un certain nombre de temps. Toujours est-il qu'il y a eu une espèce de revirement assez brutal de la part du président de la République et qui a non seulement
beaucoup déstabilisé les organisations syndicales, la CFDT en premier. J'ai un collègue qui s'appelle Marc Joly qui a écrit La pensée perverse au pouvoir, qui est une. Alors, il a travaillé sur la perversion narcissique et il a observé des similitudes entre la relation entre Macron et Laurent Berger d'un mari toxique à l'égard de sa compagne. Alors, je vous laisse lire l'ouvrage et je vous laisse en penser ce que vous voulez. Toujours est-il qu'effectivement, il y a eu une grosse déception, plus qu'une déception, une incompréhension de la part des organisations syndicales qui a atteint son sommet pendant le mouvement de 2023. Alors, je ne parle pas des autres organisations syndicales qui n'avaient pas forcément d'attente particulière, mais beaucoup ont été choqués finalement de l'attitude du président de la République. Bernard Vigier. Oui, pour ma part, je ne pense pas avoir le niveau pour lire un livre d'une telle hauteur de vue, pour décrypter le comportement du président de la République ou de Laurent Berger sur des bases parapsychanalytiques. Bon, psychanalyse. Mais il y a eu une fracture. Il y a une fracture. C'est le jeu de la politique plus que de la psychanalyse. Il y a eu une fracture. Il y a une lecture. C'est ainsi. Bien. Le mouvement syndical a pour lui une grande force. C'est la durée. Un homme ou une femme politique, un personnage politique, quel qu'il soit, à quelque niveau que ce soit, a pour lui une grande faiblesse, c'est la courte durée du mandat. Donc, moi j'en ai rencontré des numéros 1 d'organisations syndicales qui s'amusaient en souriant, en disant « Oh, moi c'est le 4e président de la République, c'est le 12e Premier ministre, c'est le 32e ministre du Travail que je rencontre. » Regardez l'an dernier, 2024, la France a eu 4 Premier ministre. Donc, dans les chaumières syndicales, je dis chaumières de façon sympathique, chaumières syndicales, on dit, bon, mais au château, là, ils passent, nous restons. On le voit aussi dans les entreprises, où les délégués syndicaux, les élus du personnel, quand ils voient arriver un nouveau DRH, directeur des ressources humaines, ou un nouveau chef d'établissement, viennent presque l'accueillir en lui disant, vous savez, vous êtes le 8e que je vois en 22 ans de mon mandat. Donc ça pousse aussi les entreprises, et c'est un bien, à ne pas penser les relations sociales sur le court terme. L'entreprise, elle est bousculée par l'exigence du changement. Le corps social, il est soucieux de préserver, de conserver, d'étendre, d'agrandir. Et tout ceci se fait dans le temps. L'entreprise est bousculée, et c'est la nature de l'entreprise par l'exigence du changement. La force d'une entreprise, c'est de comprendre que dans le domaine des relations sociales, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui, et que les syndicats et les représentants du personnel sont des agents non pas de conservation bêtes, sèches, rétrogrades, mais des agents de préservation de ce qu'on appelle dans le jargon syndical les acquis sociaux. Maxime Kijoux, vous souscrivez? Allez. Je ne suis pas certain qu'il y ait tant de... J'aimerais bien que vous vous disputiez si vous voulez. Enfin, attends, je plaisante. Non, mais c'est pas certainement pas. Le droit de ne pas être d'accord, d'avoir évidemment. une discussion, de ne pas être d'accord, justement. Je pense que c'est ça qui fait la richesse du débat. Je pense. Je ne suis pas certain en fait, qu'il y ait tant de secrétaires confédéraux qui ont connu une telle longévité en fait, à la tête des organisations syndicales. On peut l'observer par exemple avec... Philippe Martinez, qui a dû connaître, je pense, 1 ou 2 présidents, pas plus. Laurent Berger, il n'a pas dû en connaître beaucoup plus. Donc, effectivement, je ne suis pas certain que les organisations syndicales soient si sereines que ça face à des présidents successifs. Je pense qu'ils sont très inquiets, en fait, puisque finalement, on a tendance à avoir des droits syndicaux et des droits des salariés qui s'amenuisent progressivement avec des dérogations du Code du travail qui sont de plus en plus importantes. Très souvent, en fait, les organisations patronales se plaignent de la taille du Code du travail en disant, regardez, il faut simplifier, simplifier. Mais ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est que la taille et l'accroissement de la taille du Code du travail est lié en fait à cet ensemble de dérogations qui étaient portées pour une grande partie par les organisations patronales. Donc, je pense que les organisations syndicales sont inquiètes de voir en fait le droit des salariés se réduire, le droit de la protection des salariés, notamment liés en fait aux ordonnances de 2017, également être rogné, et qu'il vise en fait finalement
à essayer toujours de défendre leurs grandes revendications, que ce sont les salaires, les conditions de travail et l'emploi. Je pense que l'emploi, là on l'a vu, les organisations syndicales sont très inquiètes avec les suppressions d'emplois qui sont en train d'apparaître de plus en plus. Messieurs, j'ai promis de vous libérer à l'heure. Il est 17h58, passé de 55 secondes. Juste avant de nous quitter, peut-être le mot de la fin ou le mot de la suite. Vous avez droit même à plusieurs phrases du mot de la fin et du mot de la suite si vous le souhaitez, l'un et l'autre. Écoutez, voilà, vous me prenez un peu de cours, j'en sais C'est la rien patate du chaude qu'on tout. refile aux invités. Intéressez-vous au syndicalisme, tout simplement. C'est quelque chose qui est important, ça fait partie de la démocratie, on l'oublie très souvent. Je n'appelle pas forcément les gens à se syndiquer, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est important et je vous remercie pour cette invitation parce que c'est extrêmement important de parler de cette caractéristique de la démocratie qui est la représentation des gens, du dialogue social et de la réflexion, de la citoyenneté dans l'entreprise. Bon, remarquez que j'avais 5 pages de questions, que je vous en ai posé 3, et donc c'était très très bien. Bernard Vivier, le mot de la fin ou le mot de la suite? L'engagement est une nécessité dans une société qui se veut vivre de façon libre et en étant debout. Il faut s'engager dans la société, c'est important. Et l'engagement, ce n'est pas un engagement individuel, c'est un engagement collectif. Les employeurs ont besoin de s'organiser, les salariés ont besoin de s'organiser, les citoyens ont besoin de s'organiser. La désaffection en direction des élections est quelque chose de grave, parce que ça conduit soit à un État totalitaire, soit à une anarchie totale. Donc nous avons besoin de structures organisées qui savent entre elles construire. Sinon, on s'en remet à l'anarchie ou au tout État. Donc une société libre, c'est une société où les collectifs sont très actifs. Merci Bernard Vivier, merci Maxime Kijou, merci à tous les deux pour vos lumières.